Boomerang Éditeur Jeunesse présente Marianne Belle-Humeur, tome 6. À cœur ouvert. Un livre écrit par Lucille Bisson, lu par Élisabeth Gauthier-Pelletier. Les bons amis t'aident à retrouver les choses importantes que tu as perdues. Ton sourire, ton espoir et ton courage. Jules Renard. Chapitre 1. Panique. « Hey, Miss Belle-Humeur! Sur quelle planète es-tu ce matin? Je commençais vraiment à m'inquiéter. » L'adolescente retrouve sa gang après être restée une quinzaine de minutes seule dans la cage d'escalier, très secouée par les révélations de Viviane Schmid. Dès qu'elle s'approche, Vincent Vézina, la main de Charline enveloppée dans la sienne, apostrophe Marianne avec sa bonne humeur habituelle. Qu'est-ce qui se passe? Summer jette un regard inquiet à son amie. Laura l'imite. Rien, se contente-t-elle de répondre en se faufilant entre les tables. Marianne, tu es blanche comme un drap. Ne me raconte pas de blagues, veux-tu? Toutes les têtes sont maintenant tournées vers la jeune rouquine qui s'assoit lourdement sur une chaise, les yeux fixés sur ses livres. Marianne n'y voit plus clair. Un mélange de colère et de peur s'est installé dans son esprit. Après être restée seule de longues minutes dans la cage d'escalier à essayer de comprendre ce qui venait de se passer, elle se sent comme un zombie. Visiblement ébranlée par les intentions de Cassie Lampron à son endroit, l'adolescente n'arrive pas à concevoir qu'une personne puisse éprouver une telle haine envers elle. Lentement, elle lève la tête. Summer, assise de l'autre côté de la table, l'observe avec inquiétude. « Où est-ce que tu étais? »« Nulle part. » Marianne ne ressent pas le désir de se confier. À personne. Pas tout de suite. Pas maintenant. Dans son esprit, ses idées filent à la vitesse de l'éclair. A-t-elle bien compris la teneur du message de Viviane? A-t-elle dramatisé? A-t-elle mal interprété ses propos? Perdue dans ses pensées, Marianne ne réalise pas que ses amis sont dépassés par ses agissements étranges. « Marianne? » Stella parle doucement, comme toujours. « Mais pourquoi ne me fichez-vous pas la paix? » demande Marianne, en frappant la table de ses poings. « On croirait un interrogatoire de police. » Puis, pour mettre fin à la discussion, elle se lève d'un bond et part sans jeter un regard derrière. Elle ne remarque ni l'air médusé de ses copains, ni la tristesse dans leurs yeux. Avec empressement, l'adolescente se dirige vers son casier. Quelques instants plus tard, Summer la rejoint. « Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, » lance Marianne, avant qu'une seule parole ne soit échangée. Au moment où elle referme la porte métallique, elle aperçoit Cassie Lampron, accompagnée de Célia Prince, qui circule tout près d'elle. Les yeux de sa rivale crachent le feu lorsqu'elle se retrouve à sa hauteur. Marianne est convaincue que les deux filles ont volontairement fait un détour pour emprunter le corridor où se trouve son casier, situé dans un coin pas très passant. Avec une certaine maîtrise qu'elle se découvre pour la première fois, Marianne reste de marbre. Refoulant la panique qui l'envahit, elle refuse d'afficher le désarroi qui la fait trembler de tout son corps. Pour éviter de se ranger du côté des faibles, elle décide de cacher l'intensité de ses émotions à cette détestable fille. « Marianne, je te connais. Tu sembles perturbée. Je suis convaincue qu'il se passe quelque chose. Summer, s'il te plaît, je ne veux pas en parler. Pourrais-tu me foutre la paix? » Sans rien ajouter, Marianne contourne son amie et se dirige vers sa classe. Perdue dans ses pensées, l'adolescente est distraite et arrive mal à se concentrer. À plusieurs reprises, ses enseignantes doivent la rappeler à l'ordre. Quand sonne enfin la cloche annonçant la fin des cours, Marianne est soulagée et monte rapidement à bord de l'autobus, sans avoir discuté de ce qui est arrivé avec personne. « Bonjour, ma chérie. Ta journée s'est bien passée? » demande Mamie Claire dès que l'adolescente pose un pied dans la maison. Cacahuète accourt auprès de sa maîtresse, heureux qu'elle soit de retour. Pour lui démontrer sa joie, il tourne autour d'elle en jappant. Avec tendresse, Marianne enlace son chien. Elle arrive à peine à retenir ses larmes.
Elle bafouille une excuse et se réfugie dans sa chambre pour profiter enfin de ce moment de solitude qu'elle espère depuis le matin. Dès que les portes sont closes, elle lâche prise et laisse enfin ses larmes couler, sans même prendre le temps de jeter un œil à son iPod. Désemparée, elle s'appuie sur le mur et se laisse glisser lentement pour se retrouver assise sur le sol. Enfouissant son visage dans la douce fourrure de cacahuète, elle déverse la peine qu'elle a retenue tout au long de la journée. Avec compassion, comme s'il comprenait que la situation est grave, le chien de Marianne se laisse faire sans broncher. L'adolescente arrive mal à gérer son état. Elle vit ce moment avec beaucoup de difficulté. Pour la première fois de sa vie, elle doit composer avec une peur viscérale. Seule dans sa chambre et incapable de se contrôler, elle craint le pire en raison des menaces proférées par Cassie Lampron. Sans trop connaître les intentions réelles de cette fille, Marianne sait qu'elle doit rester sur ses gardes. « Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi est-ce qu'elle me poursuit ainsi? » se demande-t-elle à haute voix, en pressant l'animal contre sa joue. « Marianne, viens souper! » lance Mathis, en ouvrant toute grande la porte. « Mathis! » hurle-t-elle à plein poumon. « Combien de fois je t'ai demandé de frapper avant d'entrer? Ce n'est pas difficile à comprendre, ça! » Devant la rage avec laquelle sa sœur l'apostrophe, l'enfant reste figé. Puis, il court se réfugier à l'étage auprès de ses parents. Monsieur Bellumeur, alarmé, vient voir ce qui se passe. « J'espère que tu as une bonne raison pour avoir fait peur comme ça à ton petit frère, Marianne. Je refuse que tu lui parles de cette façon, jeune fille. On t'a entendu dans toute la maison. » gronde-t-il d'une voix sérieuse. Incapable de réagir, Marianne regarde son père et ravale ses larmes. « Je suis désolée. C'est à Mathis que tu dois t'excuser. Et que je ne te reprenne plus à crier de la sorte. As-tu bien compris? » Marianne hoche la tête en tentant de cacher son visage à son père. « Viens souper. »« J'arrive. » Aussitôt que M. Bellumeur quitte la pièce, sa fille se réfugie dans la salle de bain. Elle asperge sa figure d'eau froide pour dissimuler les ravages causés par sa grande tristesse. Elle prend 3 profondes inspirations, s'oblige à sourire, remet un peu de vie dans ses yeux rougis par les larmes et monte affronter la famille attablée dans la cuisine. « Ça va, Marianne? » l'interroge sa mère. Elle hoche la tête et se tourne vers son frère. « Mathis, je suis désolée d'avoir crié après toi. » Le petit garçon jette un regard craintif à sa sœur. « Mais je t'ai demandé 100 fois de ne pas entrer dans ma chambre de cette façon. » Madame Bellumeur observe tour à tour ses 2 enfants. « Marianne dit vrai, Mathis. À ton tour de t'excuser. On te le dit à plusieurs reprises qu'il faut frapper pour s'annoncer avant d'entrer dans une pièce dont la porte est fermée. »« Excuse, » réplique le petit garçon, d'une voix à peine audible. « Mangez, mes chéris. Faisons honneur à ce bon repas préparé par votre grand-maman. » Marianne disperse la nourriture dans son assiette, sans rien avaler. La gorge nouée par l'émotion, elle met beaucoup d'énergie à se maîtriser pour cacher son état. « Tu n'aimes pas ça? » lui demande Mamie Claire. « Ah, oui, c'est délicieux, mais je n'ai pas très faim. Ma gorge me fait mal. » En prononçant ces paroles, elle se convainc qu'elle ne ment pas, puisqu'elle a dans la gorge une boule qui l'empêche presque de déglutir. « Couves-tu quelque chose? » Aussitôt, sa mère se lève et vient lui tapoter le front. « Pourtant, tu ne sembles pas fiévreuse. Essaie de manger encore un peu. » Avec difficulté, Marianne se force à se nourrir et tente de sourire. Prisonnière de l'agitation qui l'habite, elle ne participe pas vraiment à la conversation durant le repas. Au dessert, elle refuse même de prendre une part de gâteau au chocolat que lui tend sa grand-mère. « Merci, mamie, mais je n'ai pas faim. Est-ce que je peux aller dans ma chambre? » demande-t-elle à ses parents. « Repose-toi et nous verrons plus tard. Si tu ne files pas mieux, nous appellerons Info Santé. » lui répond Madame Bellumeur, un peu inquiète. « C'est correct, maman. Je veux juste m'étendre un peu sur mon lit. Ça devrait passer. » Marianne se félicite d'avoir surmonté l'épreuve du souper en gardant la tête froide et en dissimulant son état intérieur. Sans même se dévêtir, elle se glisse sous les couvertures et, de nouveau, elle se met à pleurer. Ainsi libérée, ses larmes inondent rapidement son oreiller
et l'adolescente finit par s'endormir, épuisée. Un calme rassurant règne dans la maison lorsque Marianne ouvre les yeux. Confuse, elle regarde l'heure qui s'affiche sur son réveil matin. 3h46. Elle n'arrive pas à se souvenir s'il s'agit du jour ou de la nuit. Cacahuète ronfle légèrement à ses côtés. Après un moment d'hésitation, elle sort de son lit, pour se rendre compte qu'elle porte encore les vêtements qu'elle avait enfilés la veille. Elle sourcille dès qu'elle ouvre la lumière de la salle de bain. Le miroir lui renvoie le reflet de son visage bouffi. Ses yeux et son nez, rougis par les pleurs, se trouvent dans un état lamentable. Elle tente de replacer ses cheveux en bataille qui lui collent au cou. Pour soulager sa gorge sèche, elle avale un grand verre d'eau fraîche. « Marianne Belle-Humeur, tu fais peur à voir », chuchote-t-elle pour elle-même en retournant dans sa chambre. Elle saisit son iPod et réalise qu'une dizaine de messages sont entrés. Un seul attire son attention parce qu'il contient 6 annotations. Estelle. « Allô Marie, tu ne devineras jamais. La date de la visite qu'on va faire à mon père est enfin fixée. Vendredi dans 3 semaines. Je le connaîtrai enfin. » Estelle. « Eh oh, tu es là? Youhou! Marianne, réponds. » Estelle. « Je veux te dire l'idée géniale qui a traversé mon esprit en ébullition. » Estelle. « J'ai comme trop hâte de te faire part de mon idée. Tu es où? » Estelle. « Il y a plus d'1 heure que j'attends que tu me répondes. Allô, Marianne? » Incapable de lire les autres textos, ni de répondre aux messages d'Estelle, Marianne repose l'appareil sur son bureau. D'un pas lent, elle retourne se glisser sous les couvertures. Comme je voudrais revoir Estelle, retourner vivre à Montréal. Si seulement je n'avais jamais connu Cassie Lampron. Puis, elle se rendort. Cher journal, il fait nuit. Je n'arrive pas à me calmer. Mon corps est fatigué, mais ma tête est trop agitée pour que je réussisse à me calmer. Chaque fois que je ferme les yeux, le visage de Cassie Lampron, avec son sourire fendant, apparaît dans mon esprit. Ses menaces résonnent si fort en moi. Mon cœur bat à une vitesse d'enfer. J'en ressens les battements dans mes oreilles. Je dois me contrôler, sinon je pleurerais tout le temps. Quelle affaire! Je ne peux pas croire que je suis visée, que cette fille veut me faire du mal. Je me sens tellement seule. De toute évidence, Cassie Lampron penche vers la folie. Elle m'a prise en aversion sans aucune raison. Je ne la connais même pas. Je ne sais pas si elle parle sérieusement et surtout si elle peut passer à l'action. Mon imagination me fait vivre les pires atrocités et mes pensées sont incontrôlables. C'est tout à fait capoté. Pourquoi est-ce que je suis mêlée à cette histoire, moi? Et si elle mettait son plan à exécution? Si elle me poussait vraiment en bas d'un escalier? Si elle me blessait gravement? Si... Wow, Marianne Belle-Humeur, arrête ton cinéma. Si tu continues, cette affaire te rendra malade. Maîtrise ton esprit pour l'empêcher de se déchaîner comme ça. Prends sur toi. Ne te laisse pas abattre par les intentions, qui ne se réaliseront peut-être jamais, d'une loser qui s'amuse à terroriser tout le monde. Elle souffre gravement dans sa tête. J'en mettrai ma main au feu. Quelqu'un de sensé n'agirait pas comme ça, voyons donc. Ça frise la folie, cette affaire. Je me sens mieux maintenant. Voilà. Cette imbécile ne me fera plus peur désormais. Elle doit sûrement bluffer. Impossible que quelqu'un devienne si méchant, tout ça pour une place dans une équipe de basketball. Pas rapport, vraiment. Totalement insensé. Ouf. Écrire tout ça, cher journal, me rassure et me calme à la fois. Les mots et les images qui trottent dans ma tête se dissipent en ce moment. J'y vois plus clair quand je prends le temps de mettre sur papier les émotions qui m'habitent. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je suis trop épuisée pour texter avec Estelle. Je lui répondrai demain. J'ai sommeil. Je dois dormir. Enfin. Chapitre 2. Cauchemar. Marianne. Désolée, mon ami, je ne suis pas dans mon assiette ces temps-ci. Estelle. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu malade? Marianne. Non, c'est ma tête qui ne va pas bien. Estelle. Je suis là, tu peux tout me dire.
Marianne. Bof, ce n'est pas si important. Estelle. Marianne, je te connais. Tu es l'incarnation même de la fille super positive, toi. Alors ne me raconte pas d'histoire. Marianne. Je ne désire pas en parler. Dis-moi plutôt comment va se passer ton voyage au Nouveau-Brunswick. Estelle. L'art de l'évitement. Je vois que tu es toujours une experte dans ce domaine, Marianne. Marianne. Arrête, Estelle. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de me gosser avec tes questions? C'est plate. Pourrais-tu m'écouter? En quelle langue est-ce que je vais devoir te le dire? Est-ce que tu peux réussir à comprendre sans que je te fasse un dessin? Estelle. 3 petits points. Marianne. Bon, j'ai des choses à faire. Je te texte ce soir. Salut. D'un geste brusque, l'adolescente met fin à la discussion avec son amie, à qui elle n'a pas parlé depuis des semaines. « Mon Dieu, Marianne, as-tu passé la nuit sur la corde à linge? » lance M. Bellumeur, lorsque sa fille se présente dans la cuisine pour le déjeuner. L'adolescente se contente de jeter un regard noir à son père. Elle s'assoit à sa place sans dire un mot et se sert un bol de céréales. En prenant le litre de lait, elle fait une fausse manœuvre et échappe le carton sur la table. Du coup, elle asperge son apron, son pyjama et le plancher de la cuisine. D'un geste brusque, elle se relève et heurte la tête de Cacahuète avec une des pattes de la chaise. L'instant d'après, cette dernière tombe à la renverse. L'animal aboie de douleur et court se cacher dans un coin de la cuisine en tremblant de frayeur devant cette soudaine crise familiale. Marianne, hors d'elle, hurle à son tour. « Oh, oh, oh! Pourquoi est-ce que tout va mal ce matin? » Devant le regard ahuri de ses parents stupéfaits, l'adolescente se précipite vers l'escalier et retourne dans sa chambre sans jeter un regard derrière elle. « Pourquoi est-ce que Marianne fait des dégâts et ne se fait jamais gronder? » demande Mathis. « Dis-moi que nous allons éviter ça aujourd'hui, » souffle Madame Bellumeur, une fois que le calme est revenu dans la pièce. « Je suis à bout. » Elle allait bien ces derniers temps, avance M. Bellumeur. Elle avait l'air heureuse. Je nage en plein mystère. J'essaie de comprendre ce qui lui arrive. Est-ce que cette crise d'adolescence va finir à un moment donné? Ajoute la mère, en frottant son ventre rond. Je m'en voudrais d'être pessimiste, ma chérie, mais nous aurons à vivre 2 autres crises d'adolescence, répond le père pour rigoler. Ah, tais-toi, je t'en prie. Laisse-moi le temps de digérer celle que nous vivons en ce moment, veux-tu? Tu as bien raison. Une bataille à la fois. Je vais aller voir notre grande fille. J'aimerais bien savoir ce qui a déclenché le cataclysme de ce matin. Je veux rester à la maison aujourd'hui, maman. Je ne me sens pas vraiment bien. Madame Bellumeur découvre sa fille étendue de travers sur son lit, la figure enfouie dans son oreiller, trempée par les pleurs qui la secouent toujours. Mon Dieu, Marianne, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Rien. Je me sens tout à l'envers, j'ai le goût de vomir et j'ai mal au ventre. La mère constate que sa fille est dans un piteux état. D'un geste mécanique, elle lui touche le front. Tu sembles fiévreuse. Attends, je vais chercher le thermomètre. Ne te déplace pas pour rien, maman, je suis juste fatiguée. Très fatiguée. Les yeux de Marianne se remplissent à nouveau de larmes. Retourne te coucher. Je vais appeler l'école. Repose-toi et on verra comment tu te sentiras à ton réveil. Sans se faire prier, Marianne se glisse sous les couvertures. Épuisée, elle s'endort avant que sa mère soit sortie de la chambre. Marianne réalise qu'elle est en train de rêver. Malgré son désir ultime de se réveiller, elle est incapable d'y arriver. La nuit est noire et elle avance sur un étroit sentier en pleine forêt. Seule la lune lui offre un peu de clarté, qui lui permet de mettre un pied devant l'autre sans trébucher. Les feuilles mortes sur le sol craquent sous ses pas. Elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve. L'unique indice qui lui confirme qu'elle est dans un endroit hostile, c'est son cœur qui bat à toute vitesse. Soudain, elle s'arrête. Au loin, derrière elle, quelqu'un s'approche dans la nuit en produisant des bruits peu rassurants. « Oh mon Dieu, je suis suivie! » Instantanément, une trouille terrible à la puissance 1000 s'empare de l'adolescente, ce qui a pour effet d'activer au maximum son rythme cardiaque. Elle sent son pouls battre dans ses oreilles. Incapable de s'orienter, elle tente de dénicher une cachette. Chaque fois qu'elle fait un pas, elle se bute à un arbre. Sa gorge se noue.
Elle sent les pas se rapprocher davantage, alors que ses jambes refusent d'aller plus loin. Faisant face au sentier, elle plisse les yeux pour percer la noirceur afin d'apercevoir les personnes qui continuent de s'approcher. « Emparez-vous d'elle !» Cet ordre, donné par une voix inconnue, la paralyse sur place. Elle tente d'appeler à l'aide, sans succès. Aucun son ne sort de sa bouche tremblante. « Je dois courir, me sauver. Pourquoi mes jambes refusent-elles de m'obéir? » Incapable de faire le moindre geste, Marianne distingue 3 formes humaines à plusieurs mètres devant elle. La lune, à moitié dissimulée derrière un nuage, trace la voie à ses assaillants. En tentant de percer la noirceur de la nuit, elle plisse les yeux et voit 3 étranges personnages irréels s'aligner devant elle. Quelques instants après, la lune reprend le contrôle du ciel et permet à Marianne d'observer ces créatures. Dès qu'elles sont à sa hauteur, la plus petite d'entre elles allume un fanal qui éclaire l'endroit. Marianne est abasourdie par l'allure générale de ces types. Au centre, un géant de 2 mètres au moins a le visage déformé par une profonde cicatrice rouge sur sa joue droite. Ses grosses mains empoignent un fusil qu'il tient devant lui. À sa gauche, Marianne a l'impression de reconnaître un gnome. L'homme a une barbe fournie et porte un chapeau de matelot posé sur le dessus de son crâne, qui reste étonnamment en place. Armé d'une large épée qui a l'air plus lourde que lui, il jette un regard méchant à Marianne et lance des grognements incompréhensibles. Un peu en retrait, un 3e personnage apparaît, vêtu d'un long manteau de cuir sombre. Son visage est camouflé sous un profond capuchon et ses yeux, d'un vert fluo, brillent dans le noir. Tétanisée par la peur, Marianne est incapable d'émettre le moindre son. Son esprit roule à une vitesse vertigineuse, mais tout son corps demeure paralysé. « C'est elle, votre seigneurie !» indique d'une voix rauque le colosse, en pointant Marianne de son gros index boudiné. « Brutus, Neptune, emparez-vous d'elle. On l'amène à la grotte. » Sans qu'aucune autre parole soit prononcée, les 2 hommes s'exécutent et ligotent Marianne. Le géant ouvre le chemin, sur la droite, à travers une clairière qui, jusque-là, était invisible en raison de la noirceur. Pendant de longues minutes, le quatuor marche en silence. L'adolescente, incapable de se retenir, laisse entendre des gémissements. « La ferme !» hurle le nain. Ravalant ses larmes, Marianne suit ses ravisseurs sans trébucher. La vue obstruée, elle tremble de tout son être. Le groupe circule en zigzagant dans la forêt. Épuisée, la jeune fille chute en enjambant un tronc d'arbre mort. « Debout !» glapit de nouveau le petit homme en la menaçant de son épée. De peine et de misère, Marianne réussit à se remettre sur pied et rejoint, en claudiquant, le géant et le personnage au long manteau qui ont continué à marcher. « Je sais que je rêve, mais c'est vraiment un cauchemar bizarre et épeurant. Où est-ce que ces 3 fous m'emmènent? » se demande-t-elle pour garder la tête froide et faire taire les craintes qui l'assaillent de partout. Les lueurs du jour commencent à percer le noir opaque de la nuit. Après avoir traversé une petite rivière peu profonde, le groupe tourne à gauche pour franchir une colline assez abrupte. De l'autre côté de la colline, une grotte apparaît. Marianne, qui a ralenti la cadence, se fait pousser. « Avance !» Un feu de bois allumé au centre de la caverne réchauffe l'endroit. Jusque-là, Marianne ne s'était pas rendu compte qu'elle grelottait aussi de froid. La chaleur l'envahit et la rassure tout à la fois. Qu'est-ce que ces débiles vont me faire? Couchez-la sur la table. Sans aucun ménagement, et avec une facilité déconcertante, le géant agrippe Marianne par les épaules, la soulève et l'installe sur une grande pièce de bois que l'adolescente n'avait pas remarquée. « Laissez-moi partir! Vous n'avez pas le droit de me retenir prisonnière! » Le Lilliputien s'approche avec son épée qu'il fait briller juste au-dessus des yeux de Marianne. Encore plus affolée, elle s'oblige à se taire, sachant pertinemment que personne ne l'entendra si elle crie à plein poumon. L'adolescente est abandonnée à elle-même dans ce rêve absurde où elle vit de vrais instants de panique. « Attachez-lui la tête !» Le personnage sans visage au long manteau continue de donner des ordres d'une voix sèche. Le géant s'exécute sans rechigner et enserre la tête de Marianne dans un cerceau qu'il fixe sur le bois craquant de la table. Prisonnière de cet étau, Marianne, incapable de réagir tant elle est affolée,
sans ses forces la lâcher. « Ouvrez-lui la bouche. » Venu se planter à sa droite, le chef du trio se contente de croiser les bras. « Non !» lance Marianne, incapable d'imaginer ce qu'ils vont lui faire. Convaincue que ce ne sera pas agréable, elle tente de se débattre du mieux qu'elle le peut, sans grand succès. Le géant se positionne à la tête de Marianne et de ses grosses mains noueuses, il la force à écarter les mâchoires. Malgré ses efforts pour garder les lèvres closes, Marianne doit s'avouer vaincue. L'individu réussit facilement à la faire obéir. « Sortez-lui la langue !» Muni d'une paire de pinces, le nain se met aussitôt en action. Marianne sent le métal froid s'emparer de sa langue et la tirer à l'extérieur de sa bouche. Puis le personnage au manteau de cuir laisse tomber son capuchon. Horrifiée, Marianne reconnaît le visage hideux et enragé de Cassie Lampron, qui saisit l'épée du petit homme. D'une voix d'outre-tombe, l'ennemi juré de Marianne s'approche d'elle en la menaçant de son arme. « Vois ce que je fais à ceux qui veulent me stouler. » Chapitre 3. Angoisse. Après le départ de Mathis, Madame Bellumeur apprécie ce moment de tranquillité, alors que la maison redevient calme. La grand-mère de Marianne est retournée chez elle, la veille. Grande voyageuse devant l'éternel, elle a quitté la famille de sa fille avec regret pour un voyage qui était prévu depuis longtemps au Népal. Madame Bellumeur déteste voir sa mère partir ainsi à travers le monde, mais elle sait que ça ne sert à rien de s'obstiner avec Mamie Claire. Elle est plus entêtée qu'une mule lorsqu'il est question d'aller s'occuper des défavorisés dans les pays pauvres. Profitant du calme de sa maison, la maman de Marianne savoure avec délice son petit déjeuner. En étirant ses jambes lourdes sur la chaise devant elle, elle respire profondément en caressant son ventre qui prend des proportions importantes. Sur la table, une tasse de thé bouillant et un pot de gelée ouvert embaument l'air d'un léger parfum d'orange. Alors qu'elle croque à belles dents dans son bagel encore chaud, elle sursaute lorsqu'elle entend un hurlement d'horreur qui provient du sous-sol. Paniquée, la mère se lève et fonce vers l'escalier. Derrière la porte de la chambre de Marianne, elle entend des sanglots. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? » demande-t-elle en pénétrant dans la pièce d'un mouvement brusque. Elle trouve l'adolescente en sueur, assise sur son lit, les yeux hagards, le souffle court. « Ah, maman, j'ai eu si peur, j'ai fait un cauchemar affreux, je te jure. »« Ma pauvre petite, raconte-moi, » chuchote Madame Bellumeur en prenant place près de sa fille. D'un geste affectueux, elle la réconforte en l'entourant de ses bras. « Pauvre chouette, elle tremble de partout, » se dit-elle en caressant le dos de Marianne. De son côté, l'adolescente se touche la langue pour s'assurer qu'elle se trouve encore à sa place. « Parle-moi de ce rêve, » répète la mère, lorsque la jeune fille semble avoir repris ses esprits. Marianne, dont les dernières paroles de Cassie Lampron résonnent encore aux oreilles, préfère se murer dans le silence et taire le drame qu'elle vient de vivre. Déboussolée, elle se sent toutefois en sécurité dans les bras de sa mère. « J'ai fait un cauchemar, un horrible cauchemar, mais j'ai oublié, » ment-elle d'une voix à peine perceptible. « Ce devait être effrayant. Tu as crié tellement fort que la maison en a tremblé, et je t'ai entendu jusqu'en haut. » Après un moment où mère et fille se bercent doucement, Marianne ressent un urgent besoin de se retrouver seule. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Tu agis de façon étrange depuis quelque temps. »« Je n'ai rien, » répond Marianne, qui s'impatiente. Elle s'entête à ne rien dire. Sa mère la harcèlerait de questions et l'obligerait à dénoncer Cassie Lampron. Après l'avertissement qu'elle vient de recevoir en rêve, Marianne est convaincue qu'elle doit éviter de se confier à qui que ce soit, même à sa mère. Alors qu'elle tente de se libérer de son emprise, l'adolescente est envahie d'une grande fatigue émotionnelle. Sentant ses larmes lui venir une nouvelle fois aux yeux, Marianne voudrait être ailleurs. Si elle possédait des pouvoirs magiques, elle se téléporterait à Montréal immédiatement, dans son ancienne maison. Loin de cette ville et surtout, loin de cette fille qu'elle déteste au plus haut point. « Je vais prendre un bain. Je sens que j'en ai vraiment besoin. » « Ensuite, tu viendras déjeuner. Je prépare ton repas préféré. » Madame Bellumeur, qui vient de se lever, se rassoit aussitôt. « Ah, regarde! »
Marianne, les yeux encore gorgés de sommeil, embuée de larmes et remplie de terreur, pose le regard sur le ventre bien rond de sa mère. Sans crier gare, le bébé entreprend une valse de mouvements qui font tellement bouger le ventre de sa future mère qu'il en devient difforme. D'instinct, Madame Belle-Humeur caresse doucement son abdomen. Ce geste a pour effet de stimuler le fœtus, qui recommence à se débattre pour prendre une autre position. Marianne met à son tour sa main près de celle de sa mère. Elle reçoit dans la paume un coup de pied bien administré. « Tu vois, il te montre qu'il est heureux que tu ailles mieux. »« Il? C'est un garçon? » En fait, je dis « il » pour le bébé. Nous ignorons encore le sexe. Je crois qu'il nous réservera la surprise jusqu'à sa naissance. L'adolescente reste silencieuse en suivant les mouvements du fœtus. Il continue son manège durant quelques secondes, puis il finit par se calmer, redonnant ainsi au ventre de Madame Belle-Humeur sa rondeur habituelle. « Avez-vous décidé d'un prénom? »« Pas encore. As-tu une suggestion? »« Laisse-moi y penser, je te reviendrai avec mes propositions. » Madame Belle-Humeur quitte la chambre de son adolescente après s'être assurée qu'elle se porte mieux. Avec des gestes lents et méthodiques, Marianne sort de son lit et se dirige vers la salle de bain où elle remplit la baignoire à jet. Plongée dans l'eau chaude jusqu'au cou, la jeune fille réussit à retrouver son calme. Elle tente d'analyser son cauchemar, mais chaque fois qu'elle revoit la scène de l'épée, son cœur palpite à toute vitesse. Cette fille me fait vraiment peur, en vrai comme en rêve, murmure Marianne, en glissant sa tête sous l'eau durant quelques secondes pour chasser ses horribles pensées. Marianne. Je suis désolée, Estelle. Je suis dans les vapes ces temps-ci. Je perds le contrôle et certains événements sont vraiment difficiles à gérer. Estelle. Contente de te parler. Est-ce que tu vas un peu mieux? Marianne. Ouais, disons. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.